Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les... Et voilà, bienvenue dans ce tout nouveau bonus en réalité augmentée. Alors si je m'invite aujourd'hui chez vous en hologramme, eh bien c'est pour vous permettre d'en apprendre plus sur ce sujet. Avec d'abord, regardez, ce mammouth en 3D qui va arriver directement devant vous. Et grâce à la réalité augmentée, eh bien vous pouvez tourner autour, regardez, allez-y, et vous déplacer tout autour justement de cet animal. Sachez que dans la réalité, il y a plus de 4000 ans, lorsque les mammouths existaient, ils mesuraient entre 2,70 m et jusqu'à 3,40 m pour les plus grands. Si j'ajuste ma taille en comparaison, hop, voilà la différence de taille entre un humain et un mammouth laineux à l'époque. Autour de vous, vous voyez aussi quelques panneaux s'afficher, vous pouvez aller les consulter pour lire quelques informations supplémentaires. Et puis enfin, au sujet de ce projet fou d'une entreprise américaine de faire renaître le mammouth, eh bien vous pouvez, en cliquant sur la vidéo qui se trouve à côté de moi, aller regarder le reportage exclusif que nos équipes aux États-Unis ont tourné à l'intérieur de ce laboratoire pour voir comment ils travaillent. Mais juste avant, et pour être tout à fait complet sur le sujet, je vais laisser la parole à l'un des grands spécialistes du mammouth. Régis, c'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Régis Debruyne et ça fait 25 ans que je travaille sur les mammouths au Muséum national d'histoire naturelle. Alors pourquoi est-ce que les mammouths nous fascinent-ils encore autant au XXIe siècle? Sans doute parce que ce sont des animaux un peu à l'interface, ils sont à la fois très lointains et très proches de nous. Très lointains parce qu'à l'instar des dinosaures, eh bien, la seule façon de les voir bouger, c'est de les animer ou de les voir dans des films. Mais en même temps, ils sont très proches de nous parce que, contrairement aux dinosaures, justement, les mammouths, on les a fréquentés. Et on les a fréquentés jusqu'à une période récente, puisque les tout derniers ont disparu il y a seulement 4000 ans. Et donc, l'homme a eu un lien ferme avec cet animal. Il l'a notamment représenté par de nombreuses peintures, de nombreuses sculptures dans les grottes. Et clairement, c'était l'animal le plus imposant de la période paléolithique où les hommes préhistoriques chassaient d'autres grands animaux de cette mégafaune de l'époque. Alors, est-ce que l'homme mangeait les mammouths? Probablement pas vraiment. Pourquoi? Parce que les hommes de l'époque déjà n'avaient pas de congélateur. Et un mammouth de 4-5 tonnes, une fois que vous l'avez tué, bon déjà il faut le tuer. Mais si vous avez réussi à le tuer, il faut le débiter en morceaux et le rapporter au camp. Et pour un groupe d'humains de l'époque, d'une dizaine ou d'une vingtaine d'individus, c'est vraiment pas un effort très rentable, alors qu'à proximité, vous allez avoir des rennes, des bisons, des chevaux, d'autres animaux beaucoup plus faciles à chasser et qui vont vous donner de la nourriture bien plus facile à rapporter au camp. Alors en ce qui concerne ce projet américain de faire revivre les mammouths, on peut émettre plusieurs critiques. La première, elle concerne la plausibilité de faire revivre un mammouth. Tout bêtement parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire se développer de façon extra-utérine un animal, quel qu'il soit, même une souris, on ne sait pas le réaliser. Or, le développement utérin d'un éléphant, c'est 22 mois, donc il faudrait réussir à créer cette poche pour accueillir cet embryon, ce fœtus de mammouthant, d'éléphant modifié. Eh bien, ça aujourd'hui on ne sait pas le faire et il est peu probable qu'on arrive à le faire dans les 10, 15, 20 prochaines années. Deuxième critique, est-ce que si on arrivait à faire vivre cet animal, on pourrait le qualifier de mammouth? Pas vraiment. Au mieux, on aurait un éléphant génétiquement modifié qui aurait quelques gènes mimant les gènes d'un mammouth. Or, les caractéristiques morphologiques qui différencient un mammouth d'un éléphant, elles ne sont pas essentiellement gérées par le contenu de ces gènes, mais plutôt par la façon dont ces gènes vont s'exprimer au cours du développement. Pour faire simple, ce qu'on ne sait pas, c'est comment va s'exprimer ce génome d'éléphant qui aurait adopté quelques caractères de mammouth. Est-ce qu'il va plus ressembler à l'éléphant maternel ou aux caractéristiques du mammouth? Troisième critique, c'est que pour avoir un effet sensible sur le climat, il ne faudrait pas faire revivre 1 ou 10 ou même une centaine de mammouths, mais bien des centaines de milliers, voire des millions. Or, cela suppose d'avoir une diversité génétique au sein de ces individus, et ça, on ne la connaît pas. Ce qui veut dire que si on faisait revivre plusieurs individus, aujourd'hui, ils seraient en plus ou moins frères ou cousins, ils n'auraient pas la capacité de se reproduire entre eux de façon efficace, il y aurait trop de consanguinité entre ces individus, et à très court terme, eh bien, ces animaux disparaîtraient. Enfin, la dernière critique que l'on peut émettre, elle est plus d'ordre éthique, celle-ci, elle est liée au fait que les mammouths, comme les humains, ce sont des animaux sociaux qui se construisent par la transmission d'informations de génération en génération. De sorte que si on faisait revivre un mammouth, eh bien, il serait perdu hors sol, si vous voulez, il manquerait tous les repères qui lui permettraient de s'organiser, de vivre correctement, il serait sans doute
très malheureux, très traumatisé, quel que soit l'environnement dans lequel on pourrait le mettre sur Terre.